Bonjour à tous. Je reçois aujourd'hui Michel Gad-Volkovitch, psychanalyste, spécialiste des psychopathologies diverses et variées, professeur invité à Tel Aviv et à Glasgow. Michel Gad-Volkovitch est surtout président de l'Association internationale Shibboleth, Actualité de Freud. Bonjour Michel. Bonjour Yana, merci de m'inviter. Alors, nous allons parler avec vous de la rupture anthropologique et de la neutralité. Est-ce qu'il est possible ou est-ce qu'il n'est pas possible après le 7 octobre? Et je vais introduire notre entretien avant de vous donner la parole. Cet entretien s'inscrit dans une série de réflexions qu'on mène sur cette chaîne sur l'état du monde après le 7 octobre. Pour une partie de l'humanité civilisée, le 7 octobre a marqué une ligne de rupture avec la civilisation d'avant. Et c'est ce que vous dites souvent dans vos apparitions publiques. C'est ainsi que les Juifs, qui croyaient qu'ils ne vivront plus les horreurs de la Shoah, ont compris que le plus jamais n'était qu'un slogan vide et que les gens et d'autres gens civilisés qui ne sont pas atteints de cette pathologie antisémite qu'on leur connaît ont perçu aussi cette catastrophe. Par ailleurs, il ne se passe pas un jour où les Juifs, en France en tout cas, ne soient pas agressés dans les rues des capitales européennes, et non pas par l'extrême droite décomplexée, ça on le sait, mais souvent par les gens qui représentent l'extrême gauche et puis d'autres fractions islamistes. Il ne se passe pas un jour en France, le pays de Dreyfus ou des Dreyfusards. Vous allez me dire qu'il y a aussi des anti-Dreyfusards, mais on préfère les premiers. On dit aux Juifs qu'ils n'ont pas de place ni ici ni nulle part ailleurs. Avant-hier, par exemple, à la manifestation, c'était une démonstration pour les droits de la femme, mais en fait, ça a tourné vite à une manifestation pro-palestinienne où les soi-disant antifa, les fascistes contemporains, ont crié sionistes nazis, sionistes fascistes, cassez-vous et surtout sale pute juive. Et nous sommes au 21e siècle. Dans votre entretien que vous avez donné sur la chaîne Mosaïque et que j'ai beaucoup apprécié, vous appelez cette ligne de fracture rupture anthropologique. Est-ce que vous pourriez expliquer l'avant et l'après de cette rupture? Michel, la parole est à vous. Merci. Je voudrais juste préciser que je suis aussi associé à Paris Sud. C'est pas grave, mais sinon ils vont peut-être être vexés. Oui, le concept de rupture anthropologique. Écoutez, j'en suis pas tout à fait certain. On peut peut-être le contester, ce concept. Moi, je suis pas anthropologue, mais je suis un peu anthropologue à la façon de Freud, comme il était biologiste à sa façon, philosophe à sa façon, etc., etc. C'est-à-dire, on a, je crois, avec raison, nommé ces textes sur la psychologie collective, l'avenir d'une illusion, malaise dans la civilisation, pourquoi la guerre, évidemment l'homme Moïse et la religion monothéiste. On les a appelés des textes d'anthropologie psychanalytique. Je crois que c'est assez littéralement juste, même si académiquement ça ne l'est peut-être pas, parce que effectivement ce dont il est question, c'est de l'humain. Comment définir l'humain? Qu'est-ce qui fait l'humain? Comment il se construit? Comment on le conçoit? Et bien sûr, comment on vit. Je ne veux pas dire ensemble, parce qu'on sait que ce concept a été quand même particulièrement perverti. Comment on vit en société, voilà, en civilisation et en société. Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre? Alors, est-ce qu'il y a un avant ou un après? Je ne suis pas sûr non plus. Il y a eu des précédents, comme vous l'avez très bien dit. On a été traumatisé par je ne sais plus comment le nommer, parce que je crois qu'il faudra le nommer, par le massacre génocidaire, le massacre à visée exterminatrice et génocidaire. Génocidaire, c'est bien éliminer, c'est pas seulement exterminer, mais c'est effacer de la Terre, effacer de l'humanité, mettre hors humanité, hors espèce humaine. On y reviendra tout à l'heure. Donc, comment on a été traumatisé par par cette brusque attaque exterminatrice, mais on a été aussi traumatisé par cette hallucinante répétition. Hein. Ce qui nous est venu, c'est nos parents ont vécu ça et on le porte. Hein. En Ukraine, en Russie, en Pologne, bien sûr dans les camps. Mes parents ont été déportés, ils sont rescapés. Bien sûr qu'on porte tout ça et on s'est dit, évidemment, comme vous l'avez dit encore, on a été élevé au plus jamais ça. Mais je précise toujours maintenant quand je dis ça que mes parents, comme beaucoup, il y avait aussi une autre formule qui était chez eux et dont ils voulaient nous protéger, mais si ça revient. On peut dire maintenant qu'heureusement ils sont pas là parce qu'ils voient que ça, ils auraient vu que ça revient, ils auraient été particulièrement
angoissé pour nous. Le ça est revenu, hein. Le ça, c'est-à-dire pas tout à fait l'inconscient selon Freud, quelque chose de plus, j'allais dire, de plus archaïque que l'inconscient. Pas seulement, pas seulement le refouler, puisque l'inconscient, c'est plutôt le refouler. Le ça, c'est tout un matériel phylogénétique, en tout cas selon Freud. Voilà. Donc le ça est revenu. Il n'est pas apparu pour la première fois. Donc l'avant et l'après, il faut le discuter. Euh, mais c'est pour ça que ça touche l'homme, justement. C'est parce que c'est pas nouveau, c'est pas instinctif, c'est pas quelque chose qui est venu comme un rhume, c'est pas une catastrophe non plus. On a rejeté le mot holocauste parce que justement, il veut dire catastrophe et il mettait les Juifs dans une position de sacrifice parce qu'ils étaient désignés comme des coupables essentiels, euh, responsables d'un péché originel. Bon, ça n'est pas une catastrophe, c'est une attaque génocidaire. Euh, et en quoi c'est une attaque génocidaire? Qu'est-ce que c'est que le génocide au fond? C'est justement c'est la défiguration de l'homme. Moi j'appelle ça le déshumain. Le déshumain, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est en deçà, au sens archaïque du terme, en deçà de l'humain et de l'inhumain. L'humain et l'inhumain, c'est un peu une dialectique. C'est une dialectique entre la pulsion de vie et la pulsion de mort qui participe justement de la vie animée du vivant, hein. Le déshumain, c'est la destructivité totale de tout mouvement de vie et de tout mouvement de vie au sens où on détruit l'origine, on détruit la figure humaine, on démembre, on mutile, on ne fait plus de distinction entre la vie et la mort. Je crois qu'il faut avoir en tête, vous parliez de cette manifestation du 8 mars, il faut avoir en tête que les femmes, mais pas seulement les femmes, dans une indistinction totale, les femmes, les hommes, probablement les enfants, ont été violés, les organes génitaux détruits, mais les cadavres aussi ont été violés, hein, profané et violé. C'est-à-dire on est dans quelque chose, est-ce qu'on peut appeler ça la barbarie? Je ne sais pas. La barbarie est une culture aussi, hein. Euh, il y a quelque chose qui est vraiment une attaque de ce qu'est l'homme et de ce qu'est l'homme à travers le juif, évidemment. Ça, peut-être on en reparlera, parce que je pense qu'on fait des erreurs en ce moment où j'entends, mais c'est quelque chose qui rentre dans la confusion voulue aussi où l'antisémitisme est un racisme comme un autre. Non, l'antisémitisme n'est pas un racisme comme un autre. C'est quelque chose de très spécifique, hein. Peut-être qu'on y reviendra. C'est quelque chose qui vraiment qui touche à l'humain et à l'humain tel qu'il se construit dans le symbolique, hein. Voilà. Donc l'attaque de tout ce qui constitue, on pourrait dire le semblable au différent, l'apparence humaine, pour moi, effectivement, c'est quelque chose de la rupture anthropologique qui n'est pas seulement le désir de détruire, le désir de prendre la place, même si ça y participe. Bien sûr que c'est largement au-delà d'un conflit politique, ça on le sait. Voilà, ces atrocités, leur mode d'atrocité, et ça a été programmé, je crois que c'est important aussi, c'est pas un truc instinctif, ça a été préparé, programmé, idéologisé depuis longtemps, ce qu'en Occident, on faisait semblant de ne pas savoir, mais tout le monde le savait quand même. Ces atrocités annihilent tous les marqueurs civilisationnels et tous les marqueurs qui déterminent, au fond, une conception commune que toutes les civilisations, encore une fois, je ne suis pas anthropologue, que toutes les civilisations peuvent considérer comme une définition ou ce qui peut construire un être humain. Mais je vous donne toujours la parole. Vous pouvez continuer à expliquer. Peut-être qu'il faut expliquer ça 10 000 fois, mais pourquoi pas? Pourquoi l'antisémitisme n'est pas la même chose que tous les autres racismes, comme on aime bien le dire? Écoutez, moi je pense que le racisme, si on pense à des exemples, racisme anti-noir, racisme anti, même arabe, etc., en Occident, c'est au fond un racisme de complexe supérieur, hein. C'est-à-dire on est supérieur aux autres, on les méprise et on a besoin d'eux pour se sentir supérieur. C'est une réassurance narcissique, on pourrait dire, hein. Voilà. Bien sûr que c'est la haine du différent, la peur du différent, mais je crois en même temps que ce différent, il y a encore quelque chose du semblable différent, justement. C'est pas complètement différent et on en a besoin, encore une fois, pour une valorisation narcissique. L'antisémitisme, ou plutôt l'antijudaïsme, hein, c'est autre chose. Je crois il est structurellement conjugué avec une visée exterminatrice, forcément. Hein, c'est pas simplement on va se sentir supérieur, on va être en rivalité, etc. Ce que je pourrais peut-être dire, pour être un peu rapide quand même,
c'est qu'est-ce qui détermine l'antisémitisme? C'est l'envie, d'abord, hein. Comme s'il y avait le fantasme, on le voit, le fantasme que le juif était assis sur ce que moi j'appelle un trésor du symbolique, un trésor symbolique, et que ces trésors symboliques, qu'on ne peut pas définir, lui donnent une puissance d'être, hein, infinie, si ce n'est absolue, hein, et une puissance d'être qui empêche l'autre d'exister, hein. D'où effectivement cette envie qui produit une identification mimétique, pas une identification conflictuelle, inspirante. Tiens, j'ai envie, ce que fait l'autre, tiens, j'ai envie d'en prendre quelque chose pour en faire quelque chose à moi, le reste, ça m'intéresse pas, etc. Bon, non, une envie mimétique qui est effectivement une sorte d'identification adhésive. Je suis ça, je veux être ça parce que ça va me donner cette puissance que l'autre a et que je n'ai pas. C'est-à-dire que les antisémites ne peuvent pas penser en termes d'être, ils pensent en termes d'avoir, hein. Cette puissance d'être qu'ils attribuent aux Juifs. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il est permanent. On a beau l'exterminer, on a beau le tuer, il est toujours là. Il a une substance particulière, il a une consistance particulière, il a une permanence énigmatique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qu'il est vraiment, il y a quelque chose de particulier. En plus, il est élu, ce que nous, on réclame pas du tout d'être élu. Mais il pense qu'on est vraiment élu, hein. Je ne sais pas s'il a déjà été voté dans le, dans le arrondissement, il verra si on est élu. Voilà, comme disait l'autre, on est élu par la haine universelle, hein, Pinsker, je crois. Bon. Et donc, effectivement, cet antisémite a un sentiment d'humiliation permanent. C'est la seule chose d'ailleurs qu'il transmet. Il ne transmet pas autre chose, puisque l'anti-juif, et on le voit, je crois, paradigmatiquement chez les Palestiniens, il n'y a pas de culture. C'est-à-dire la seule culture, la seule transmission, c'est la haine du juif, c'est qu'Israël leur appartient, la terre d'Israël, et qu'ils ne peuvent pas vivre à côté, ils ne peuvent pas se construire à côté tant que les Juifs sont à côté, hein. Euh, et donc, il y a un sentiment d'humiliation. D'ailleurs, Ben Bella, quand il était président, c'est Jacques Ternero qui le reprend très souvent, et il a raison. Il disait, de toute façon, bah, les Arabes, ils ne peuvent pas exister si l'autre existe. Bon, il y avait tout un truc comme ça. Bon. Et je crois que malheureusement, c'est vrai, ils ne sont pas les seuls, mais c'est vrai, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de moi ce que j'appelle la paranoïa apathiquement perverse, c'est-à-dire effectivement, on est constamment victime, on est constamment humilié par ce qu'est l'autre, hein, et non pas par ce qu'on essaye de faire, ce qu'on essaye de peser sur le destin, ce que j'appelle faire parler le destin, hein, qui soit tordu d'angoisse ou de rire, mais je crois que le peuple juif est envié aussi parce qu'il affronte le destin, parce qu'il essaye de poser sur lui, parce qu'il essaye de transmettre non pas seulement des contenus, mais il essaye de transmettre une transmission de la transmission, c'est-à-dire un processus. Moi, j'aime beaucoup, je peux raconter des histoires, il y en a un petit peu. Bien sûr. Il y a, à propos de la transmission, bon, il y a cette phrase de Freud qui me paraît très importante pour illustrer ce que je dis. Ce dont tu hérites, acquiers-le pour mieux le posséder. Ce que tu mettras de côté sera d'un poids lourd. C'est-à-dire, ce qu'il veut dire, c'est qu'au fond, il faut se coltiner avec ce dont on hérite, mais il faut le transformer. Hein, il faut transformer la tradition, il faut transformer. C'est-à-dire qu'on doit s'inventer. Contrairement à ce que disait Shlomo Sand, qui le disait dans un sens péjoratif, le peuple hébreu a été inventé. Mais heureusement, c'est peut-être, on peut être fier de ça, que le peuple hébreu s'invente, que ce ne soit pas une origine biologique. Albert Cohen disait, le peuple juif est un peuple d'antinature. Magnifique, magnifique, hein. D'ailleurs, ça pose la question de qu'est-ce que c'est qu'un juif, hein. Est-ce que vraiment c'est du sanguin ou pas du sanguin? Voilà. C'est une décision. Et c'est pas par hasard d'ailleurs si Freud a écrit ce texte sur la résistance à la psychanalyse dans La Revue juive en 1925 d'Albert Cohen, où il parle de la résistance à la psychanalyse. Il compare l'antisémitisme avec la résistance à la psychanalyse et avec la haine du féminin, les trois en même temps. Voilà. Donc, et puis cette phrase de Groucho Marx qui dit pourquoi ferais-je quelque chose pour les générations suivantes qu'ont-elles fait pour moi? C'est magnifique parce que effectivement, il s'agit d'assumer notre ambivalence, nos conflits, notre ambivalence par rapport à nos enfants, à nos descendants, qui vont pas forcément répéter du même, qui vont pas être dans une sorte de reproduction narcissique, clonique, clanique de nous-mêmes, de notre tradition et qui vont nous dépasser. Euh, et,
je crois que les pères juifs adorent d'être mis en pièces par leurs enfants. Et c'est ça pour moi la transmission. C'est le plaisir et lié aussi quand même à l'ambivalence que nos enfants nous dépassent et nous mettent en pièces. Bon. Par contre, on a affaire en face de nous, dans l'antisémitisme, à une conception de la transmission un peu que bon, vous l'avez compris en négatif dans ce que j'ai dit, une transmission qui est une transmission du même, une transmission clanique qui va se répéter au même et effectivement qui rend insupportable ce qui peut venir de l'extérieur et qui indique un autre type de construction identitaire, c'est-à-dire une construction, que l'identité comme construction toujours jamais achevée et d'une transmission effectivement qui nous échappe, ce qui donne effectivement chez eux une sorte de haine identitaire, d'identité mortifiée, de haine identitaire, qui les amène forcément qu'à la destructivité quand ils ont affaire à quelque chose spéculairement du côté de l'altérité et de la pluralité. Je pense que la transmission de la haine est l'équivalent de la haine de la transmission, justement, au sens où je le dis. Donc on a affaire à ça. C'est pour ça que je dis que l'antijudaïsme, qui est forcément exterminatrice, à visée exterminatrice, parce qu'effectivement, il s'agit d'éliminer un sentiment d'humiliation, un sentiment de honte, et non pas de culpabilité, mais de honte, parce que la honte peut être l'objet fantasmatique d'être liquidé que par la haine qui trouverait un objet légitime. Donc, on accuse les Juifs de tout pour légitimer une haine, pour essayer effectivement d'éliminer une honte. C'est, je crois, le point de rencontre entre l'Europe et l'islam. Hein. L'Europe n'a pas renoncé à se substituer aux Juifs. Il y a quelque chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui pour moi est frappant, c'est qu'au fond, l'extrême gauche, ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, l'extrême gauche depuis des années, au fond, emprunte à la fois se haït, je ne sais pas si on dit se hait ou se haït en haïssant leurs origines chrétiennes. Freud appelait les mal baptisés. Il disait les plus dangereux, ce seront les mal baptisés. Hein. Euh, et en même temps, justement, en reniant leurs origines chrétiennes, évidemment, ça fait un retour très violent. Ils en incorporent tous les symptômes. Hein. Et les symptômes, c'est l'universalisme absolu, l'égalitarisme absolu, et surtout la projection sur les juifs qui ne sont pas des vrais juifs, qui ne sont pas des purs juifs, puisque c'est pas chez eux, l'amour universel n'est pas le concept principal. Hein. Euh, je crois que effectivement le concept le plus important dans le judaïsme, c'est l'éthique de vérité, l'éthique d'élévation, l'éthique de liberté responsable. Ça n'est pas l'amour. L'amour n'est pas une valeur. Tant mieux si on s'aime, c'est formidable de s'aimer. Hein. Mais c'est quand même la vérité qui est le plus important. Et donc l'extrême gauche, effectivement, a incorporé tous les concepts des origines qu'il dénie. D'où la violence, un retour du refoulé extrêmement violent. Euh, et bien sûr, la question du narcissisme, on voit aujourd'hui les rapports étroits entre l'idéologie wokiste, postmoderne wokiste, et l'islamisme, le néo-féminisme, qui est effectivement aussi très lié au wokisme, c'est-à-dire la haine de la différence, la haine de ce qui ne comble pas le narcissisme de façon absolue, la haine de la loi, effectivement, qui différencie les sexes, les générations, etc., euh, et qui demande à renoncer, hein, l'éthique du renoncement à ce moi absolu, à cette idolâtrie de soi-même ou d'un autre, etc. Donc il y a comment dire, ces alliances qui pourraient paraître postmodernes, parce que moi, ce qui me frappe quand même, c'est par exemple des queers ou des transgenres qui défilent Free Palestine de la rivière à la mer sans savoir d'ailleurs où c'est, mais peu importe, c'est-à-dire qui soutiennent le Hamas. Et ils sont les premiers dans les territoires palestiniens et dans d'autres endroits. Et ils seront les premiers à être défenestrés, lapidés, exécutés. Et comme quoi la passion antisémite, la passion anti-juive qui est liée à la haine des limites, à la haine de la loi, à la haine de des figures paternelles et du langage
qui met des limites, hein, est plus forte que l'autoconservation. Et ça, c'est quand même très fascinant. Ok. Oui, en parlant des néo-féministes, je partage tout à fait ce que vous dites parce que j'ai quand même l'impression qu'elles ont quelque chose en commun avec les Palestiniens. C'est-à-dire que les uns et les autres se définissent tout le temps par rapport à cet autre haï qu'il faut éliminer. Les néo-féministes haïssent les hommes, contrairement aux féministes universalistes, et les Palestiniens se définissent uniquement par rapport aux Juifs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, on a l'impression quand on les entend, qu'ils n'ont pas d'identité propre. J'irai dans votre sens, dans le sens de votre doute d'avant et d'après, parce que après le 7 octobre, et ça, je vous laisserai la parole pour que vous en parliez, on a l'impression que les écluses de la haine ont été rouvertes, comme si le fait qu'on ait massacré les Juifs chez eux, ça a donné la légitimité aux autres de les chasser de partout. Mais en même temps, et vous avez raison, nous ne sommes pas très étonnés. C'est-à-dire que je pense que ceux qui ont connu l'antisémitisme ou bien qui ont travaillé sur l'antisémitisme ne sont pas très étonnés. Et je vous donne un exemple d'un événement qui a eu lieu dans ma banlieue communiste, pauvre, où il y a beaucoup de musulmans, beaucoup de votants de Mélenchon. Donc après le 7 octobre, on a tout de suite vu les tags morts aux juifs. C'est-à-dire que pas avant, après. Et ces tags ont été accompagnés de photos de Mélenchon, Gaza, et la proposition de voter pour Mélenchon, etc. Donc, je raconte ça à mon père qui commence à rire. C'est peut-être le rire juif en disant, mais pourquoi tu t'étonnes? Est-ce que tu as vu un endroit au monde où on écrit Vive les Juifs? Ça n'existe pas, un endroit comme ça. Et donc, Magnifique. il me raconte que ses amis, il a fait l'armée en Russie. Et quand il était dans l'armée, il y avait beaucoup de gens, il était copain avec pas mal d'ethnies. Et il y a un ami russe qui lui dit, écoute, mais puisque tu es mon ami, raconte-moi comment vous faites pour mettre du sang dans le pain azim. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui est allé à l'école, qui se préparait à l'université. Et donc, vraiment, il y croyait que les Juifs tuent les enfants pour mettre du pain azim, dans le sang dans le pain azim. Et donc, à part ça, donc ça existe. C'est un stéréotype qui ne disparaît pas et on le voit. Il m'a rappelé une blague juive, évidemment, où on a deux amis, un juif et un russe, qui sont en train de boire du thé. Et donc, un juif dit au russe, écoute, Sergei, toi et moi, nous sommes amis depuis toujours, mais je suis sûr que dans l'âme, toi, tu es antisémite. Alors l'autre lui répond, mais Shlomo, mais de quoi parles-tu? Je suis ton frère, je suis comme un frère pour toi. Donc, Shlomo lui dit, ben, imagine s'il y a un décret, par exemple, qui dit qu'il faut tuer les juifs et les concierges. Mais attends, et qu'est-ce que les concierges ont à faire là-dedans? Shlomo lui répond, tu vois, Sergei, c'est quand même antisémite. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est notre habitude, si vous voulez, nationale et culturelle, de rire même des pires choses. Mais les réactions à ce massacre qui nous ont traumatisés tous, je crois que la vie de nous tous a changé après le 7 octobre, ce n'est pas étonnant. Et depuis, enfin, dans cette perspective-là, je ne vois absolument aucun changement dans les mentalités. Peut-être c'est étonnant pour les Français qui ont vécu dans un pays civilisé. Avant l'immigration massive, l'islamo-gauchisme qui est devenu dominant, mais ça a toujours été comme ça. Et vous dites, ça revient. Moi, je dis, non, non, ça ne revient pas. C'est là, mais simplement comme si le Hamas a donné l'autorisation à cette haine. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis d'accord. Vous avez raison, ça revient pas, mais on a voulu croire, quoi. On a voulu croire, on a voulu penser que c'était inimaginable que ça se reproduise partout, y compris sur la terre d'Israël, et surtout sur la terre d'Israël. Moi, je dis quelquefois qu'au fond, ça fait partie du traumatisme d'avoir pu imaginer que ça revienne, y compris en Israël, qu'on soit envahi de cette façon-là, et même de façon plus massive, mais qu'on a presque eu honte d'imaginer ça et qu'on a écarté cette croyance. On a écarté cette fantasme. D'où cette baisse de vigilance aussi. Bon, effectivement, ça a toujours été là. Écoutez, je pense que la Shoah n'est pas finie. La Shoah n'est pas finie, le désir de Shoah n'est pas fini. Et je pense que c'est pas une. Alors peut-être c'est une autorisation, effectivement, quand on, quand on dépasse des limites, hein. Euh, on le voit dans la psychologie de masse, effectivement.
toute la vie pulsionnelle se dégage avec une absence de responsabilité, hein, on n'est pas responsable. Bon, là, il s'est passé quelque chose où effectivement le sentiment de responsabilité a sauté totalement, le conflit psychique peut-être a sauté, hein, parce que ça y est, c'est déjà fait. Et on a cru, je crois que beaucoup de gens ont pensé, en tout cas collectivement, peut-être pas individuellement, mais collectivement, que ça y est, cette fois, la Shoah va être achevée. Il y a eu une sorte de, je dirais pas autorisation, mais de dépassement des limites qui a permis à ce qui a été à ce qui était encore refoulé, encore une fois singulièrement, de se déchaîner collectivement, parce que bien sûr qu'il y a beaucoup d'Arabes et de musulmans dans les manifestations qui appellent à la mort ou au lynchage, mais pas seulement, hein. On le voit dans les universités, et notamment les universités américaines, et chez les jeunes, beaucoup de jeunes, hein. Et c'est pas seulement l'inculture quand même. D'où ça vient ce retour, hein. Donc c'est très inquiétant. Et puis, je crois qu'il faut dire aussi que le négationnisme, je crois qu'il faut en parler, et d'ailleurs ça nous préparera peut-être à aborder la question de la neutralité perverse. Euh, le négationnisme n'a pas cessé, il s'est fait sous d'autres formes. Bien sûr qu'on a connu les négationnistes de la Shoah, ça n'a pas existé, Forisson, enfin, dans un discours paradoxal, ça n'a pas existé, mais on aurait dû finir le travail, quoi. C'est extraordinaire, ça, hein. Ça n'a pas existé, mais on aurait dû finir le travail. Ça, c'était nos négationnistes institutionnels et bien accueillis pendant longtemps par l'Iran. Mais Mais le négationnisme, excusez-moi, Michel, juste à propos de ça, ça me rappelle la phrase de Mélenchon qu'il a dite en 2020. Je ne sais pas si Jésus a existé, mais s'il avait existé, ce sont vos compatriotes qui l'ont crucifié. Donc, on en est là. absolument, absolument. Voilà. Et on est loin de l'humour juif, du juif qui dit on a un Dieu, on a un seul Dieu, mais on n'y croit pas, quoi. Mélenchon, il est vraiment très loin de nous, le pauvre. Le pauvre. Bon, je disais que le négationnisme a continué sous des formes beaucoup plus douces, sociales, acceptables. Par exemple, on a fait d'Auschwitz un symbole, hein. Bien sûr que c'était logique de faire d'Auschwitz un symbole de la Shoah, puisque c'était le camp d'extermination, j'allais dire, le plus efficace, hein. Bon, mais on s'est aperçu qu'il y a eu une sorte de perversion du devoir de mémoire où Auschwitz, au lieu que ce soit un symbole qui fonctionne comme un symbole, au fond, a globalisé quelque chose et a caché tous les autres camps, a caché l'extermination industrielle avec ses centaines de camps d'extermination. Et puis, on a assisté à l'inversion. Auschwitz, c'était tout, c'était y compris Gaza, ciel ouvert, c'était Jenin, etc. Donc, on a vidé de sa consistance historique, singulière, politique aussi, anthropologique, je reviens sur ce mot, le symbole d'Auschwitz, hein. Donc on était déjà dans le négationnisme sans le savoir. On a commémoré régulièrement la Shoah. Au fond, on s'est aperçu que plus on commémorait, on victimisait, on avait de l'empathie pour les juifs morts, et plus on nazifiait les juifs vivants. Bon, il a fallu 40 ans pour ça, et là, on s'est aperçu quand même, Yana, il a fallu pas plus de 2 jours, hein. Au bout de 2 jours, les morts juifs, ils n'existaient plus, il n'y avait plus d'empathie pour eux, ça n'a pas existé. Et tout de suite, on s'est précipité, les politiques, les médias, etc., se sont précipités pour pour trouver de quoi rendre responsables les Juifs, les Israéliens, pour les rendre coupables. Il y a eu cette histoire de l'hôpital Shifa, et quand il y a eu des preuves incontestables que ce n'était pas les Israéliens qui l'avaient bombardé et qu'il n'y a pas eu autant de morts que ça, que c'était bien le djihad islamique, eh bien, certes, ils ne sont pas coupables de ce truc-là, mais ils sont responsables. On a retrouvé l'essentialisation du juif est responsable de tout, hein. Donc, ce négationnisme, malheureusement, il existe depuis longtemps, on s'en aperçoit là, et que ce négationnisme lié au révisionnisme, soit de l'histoire, soit des événements comme ça, comme celui de l'hôpital ou d'autres, ils sont consubstantiels à l'extermination, hein. Parce que l'extermination, le négationnisme ne concerne pas seulement les événements qui ont eu lieu. C'est pas seulement qu'on dénie les camps de concentration, les camps d'extermination, qu'on dénie la mort des Juifs assassinés dans ce massacre génocidaire, mais ce négationnisme concerne l'antériorité. Le peuple juif n'a jamais existé. Il n'a pas été antérieur. On conteste une origine, une histoire et une antériorité. C'est ça qui est visé.
C'est en ça qu'il y a quelque chose d'anthropologique. Ça n'a pas existé. Hein. Ils doivent être rayés de l'histoire. Et quand on raye les victimes juives, les femmes juives qui ont été violées, etc., comme à l'ONU, comme dans cette manifestation, ils ne sont pas humains. Hein. Elles ne sont pas humaines, elles ne font pas partie de l'espèce humaine. C'est ça le fond de l'histoire. Hein. C'est pas seulement nier qu'elles ont été violées, nier qu'elles ont été mutilées, nier qu'on a coupé des bébés en deux, nier qu'on a arraché les fœtus des femmes enceintes, etc. Oui, on le nie. Il y en a qui le nient, mais il y en a qui ne le nient pas, mais ça change rien. Hein. Ce qui est visé, c'est le peuple, l'existence même du peuple juif dans l'histoire. Pas seulement maintenant, pas seulement en Israël, mais en général dans l'histoire. Il y a comme ça une sorte de tâche aveugle qui empêche les autres d'exister et de construire leur délire de filiation, leur délire d'auto-engendrement. Et c'est en ça qu'on a affaire à quelque chose d'irréductible, c'est-à-dire on est quand même dans une psychose. Le déni, c'est une psychose. Ajouté à la perversion, qui est le désaveu. Hein. Bon, il ne s'agit pas de psychiatriser pour expliquer et justifier, etc., comme on le fait en France, on psychiatrise pour effacer le truc. Mais si on veut comprendre la gravité du phénomène et sa chronicité, je crois qu'il faut aussi dire des mots. Il y a des cultures psychotiques, hein, des cultures où la singularité, le sujet ne peut pas se construire, ne peut pas se construire dans une histoire, dans une conflictualité. On est dans l'absolution ou dans la soumission, etc. C'est ça qu'on nous envie, c'est ça qu'on ne supporte pas chez le peuple juif. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça qui est... il s'agit de liquider, quoi. Quand je disais tout à l'heure, il y a destruction amène au fantasme de substitution pour se substituer à un autre qui est témoin de ce qu'on fait, de ce qu'on est. Il faut le liquider de l'histoire. Il ne faut pas seulement le détruire, il faut l'effacer de l'histoire. Hein. C'est bien de... Moi, je suis très frappé, Yana, je ne sais pas vous, mais je suis très frappé par ce truc humanitaire. Euh, on charge, est-ce qu'on a déjà vu dans l'histoire charger une nation qui est attaquée dans une vue exterminatrice, à visée exterminatrice, de façon programmée et exécutée parfaitement, hein, dans les moindres détails, parce que les atrocités qui ont été faites étaient tout à fait préparées dans les moindres détails. Hein. Il y avait des feuilles, ils avaient une feuille de route, on pourrait dire. Bon. Est-ce qu'on a déjà vu un peuple qui se relève et qui se défend avec une armée de défense, qui est quand même un État démocratique, qui respecte toutes les lois de la guerre? On lui demande d'assurer l'humanitaire pour l'autre peuple qui a voulu sa destruction, parce que je crois qu'il s'agit pas, il faut pas nier quand même, encore une fois, on n'est pas obligé évidemment de, on n'est pas obligé de ne pas avoir de l'empathie pour les Palestiniens et les enfants en particulier, etc., qui meurent dans un truc de guerre. Mais enfin, l'innocence, la parfaite innocence, l'absolue innocence, la pureté innocente du peuple palestinien, quand même. Ils ont voté pour le Hamas, ils ont soutenu. Ils triomphent avec le Hamas quand ils avaient des otages et quand ils ont tué des gens. Je ne dis pas tous, mais en tout cas une partie. Ils ont participé au massacre, etc. Quand même. Mais évidemment, il faut rendre ce peuple innocent, absolument innocent, pur, parce que, comme vous l'avez rappelé, ça fait partie de la substitution au peuple juif. Hein. L'enfant innocent qui va être l'objet du meurtre rituel des Juifs, hein, ça n'est plus Jésus, hein, puisque quand même ça fait un peu déculturé de dire ça maintenant, mais eh ben, on le fait par délégation. Hein, c'est par délégation, c'est un autre peuple qui est un enfant innocent, pur, etc., et qui va nous massacrer, qui va substituer à nous par délégation aussi. Hein, on fait tout par délégation. On fait plus rien d'ailleurs en Europe, on fait tout par délégation. Je Et vais ça, je crois répondre, effectivement que oui. je vais répondre très brièvement à ce que vous me dites, si je ne suis pas étonnée. Oui, je suis étonnée en tant que l'ancienne soviétique avec cette mentalité qui n'est pas du tout la mentalité européenne de tolérance et de bienveillance. Et il n'y a rien à faire, ça ne peut pas prendre chez moi. Et je veux vous rappeler une histoire, je ne sais pas si vous la connaissez ou nos auditeurs la connaissent. En 1982, il y avait les membres de la mission diplomatique russe qui ont été kidnappés par, je crois, c'était le Hezbollah ou c'était des organisations terroristes à Beyrouth. Nous sommes en 1982 et donc, évidemment, les Russes ne considèrent pas les pourparlers comme on le fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand on leur a refusé de rendre les otages? Les Russes ont envoyé un groupe qui s'appelle le Commando Alpha, ça c'était des troupes spéciales antiterroristes russes, qui ont kidnappé eux à leur tour les membres
des familles de ceux qui ont commis les actes terroristes, ils les ont coupés en parties. Ils ont envoyé ces parties au Liban en disant, c'est ce qui va vous arriver si vous ne rendez pas les otages. Cette histoire, je vais mettre après notre émission enfin, les notes sur les articles qui en parlent. Donc c'est une histoire qui s'est passée en Union soviétique. Depuis, il n'y avait plus d'otages russes pris nulle part. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, pour moi, ce qui se passe, c'est incompréhensible. Je ne comprends pas comment on peut donner de l'aide humanitaire à ceux qui ont essayé de massacrer notre peuple. Je ne crois pas non plus à l'innocence ontologique du peuple palestinien, parce qu'il s'agit là de quelque chose qui relève du religieux pour moi, non pas du réel. Et donc, bien évidemment, d'une part, je suis très étonnée que l'Europe réagisse de cette manière, parce que pour moi, il s'agit ici des actions suicidaires. Mais ça, c'est mon avis. Alors, une autre question pour vous, pour justement rebondir sur ce comportement. Il me semble que dans ce comportement, il y a de la perversité, perversité qui est imposée de l'extérieur. Et vous, vous avez souvent abordé la perversité de la neutralité ou la perversité, moi je parlerais de la perversité de la tolérance et de la bienveillance. Oui, oui. Il y a donc cela dans ce dont on parle, et il y a puis autre chose qui consiste à renvoyer deux à deux les Israéliens et les Palestiniens. C'est ce qu'on entend souvent pour les plateaux de Mhm. télé. Oui, mais quand même, regardez ce que vous avez fait, ainsi de suite. Et pour ça, je cite votre tribune. Vous avez écrit, nous sommes dans un registre au-delà du conflit politique. Vous venez de le dire. Alors, ne peut-on pas qualifier de perverse la posture de neutralité qui consisterait à renvoyer dos à dos les Israéliens et leurs agresseurs sauvages exterminateurs à se complaire dans la compulsion à la répétition sophistiquée du en même temps qui se conjugue au mortifère? Alors, est-ce que vous pourriez en parler tout en disant si oui ou non vous êtes d'accord avec moi? Je vais plus loin que vous en parlant de la perversité, de la tolérance et de la bienveillance à l'égard des tueurs. Oui, non, non, je suis totalement d'accord avec vous, Yana. Euh, pour aborder votre question, je vais juste préciser un peu ce que je disais juste avant, c'est important. On demande aux Israéliens d'assurer l'humanitaire de ce peuple euh, qui, encore une fois, je généralise pas, mais en tout cas, ce collectif, en tout cas, qui voulait sa mort, qui veut sa destruction. Euh, alors que lui, il y a quand même 1500 morts, presque près de 1500 personnes qui ont été traumatisées, 250 otages, il en reste 130 et quelques, on ne sait pas dans quel état, on peut estimer à 10 000 blessés graves, graves, hein, mutilés, gravement mutilés, enfin blessés, des familles décimées, 200 000 Israéliens déplacés à cause des dangers dans le nord et dans le sud. Et il n'est pas question d'humanitaire pour eux, hein. Donc c'est à se demander quand même si l'Europe n'adhère pas quand même, encore une fois, à cette idée que le juif n'est pas humain, n'est pas dans l'ordre de l'humain. Je remploie, j'ai jamais fait de latin, mais j'étais très frappé, c'est Richard Prasquier qui m'avait précisé ça. Exterminare, c'est-à-dire exterminer, c'est mettre hors l'espace transsubjectif, hors l'espèce humaine. Je crois que c'est comme si, effectivement, on ne considérait pas les Israéliens comme des humains, hein. Et donc, on leur demande d'assurer l'humanitaire de l'ennemi, hein, au détriment aussi, quand même, des objectifs sécuritaires, quoi. Il ne faut pas l'oublier, etc. Et l'objectif sécuritaire, c'est quand même, à mon avis, et à l'avis de beaucoup de gens, de 75% des Israéliens, c'est quand même d'aller au bout de cette guerre pour anéantir le Hamas et le djihad, pour que les populations puissent espérer vivre à peu près tranquillement chez eux, hein. Donc c'est quand même paria. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je voudrais préciser, puisque vous m'avez invité en tant que psychanalyste, la question du meurtre rituel, c'est pas rien. Et ça rend pas optimiste, cette perpétuité de ce mythe-là, hein, qui continue à être actif, y compris chez des gens qui ne sont pas religieux, hein, qui ne sont pas théologiques, qui s'accrochent pas ou qui ont nié la théologie dont ils viennent, chrétienne. Il y a quelque chose de fondamental, c'est la question du meurtre du père, hein. Je vais pas parler en spécialiste, hein. Il se trouve quand même que les Juifs ont, ont tué le père, puisqu'ils ont abandonné Moïse, hein. Ils l'ont refoulé, mais quelque part, ce refoulement est
entretient un sentiment de culpabilité et donc un conflit psychique. Ce conflit psychique est vivant, il permet de penser, il permet de ne pas se prendre pour Dieu, justement, etc. Il se trouve que dans le christianisme, on est dans la négation du meurtre du Père, hein. On est dans la négation du meurtre du Christ. C'est pour ça qu'on le projette sur les Juifs, ce meurtre du Christ, hein. Pas sur les Romains qui vont devenir chrétiens. Donc, on pourrait confondre. Voilà. Donc, sur les Juifs. C'est-à-dire qu'au fond, là aussi, ce qui est refoulé du côté du fantasme de meurtre du père, père, fils, puisque tout est mélangé, hein, eh bien, est projeté à l'extérieur. L'ambivalence n'est pas possible d'être construite, le conflit psychique est rejeté, et donc il ne peut être que projeté à l'extérieur sur un autre, hein. Et donc l'autre, effectivement, c'est le juif, hein. Je crois que tant qu'il n'y aura pas un travail psychique collectif, je ne sais pas seulement de l'enseignement, sur le meurtre du Christ, donc sur le meurtre du Père, je crois qu'on n'avancera pas parce qu'effectivement, on cherchera toujours à projeter sur le juif figure du Père pour les chrétiens et figure du Père pour les musulmans, hein, qui eux ne peuvent pas penser en termes de Père, mais qui ne pensent qu'en termes de frère et de mère, hein, la Houma, hein. Il n'y a pas de Père. Et donc, effectivement, chez les uns, il y a un déni du meurtre du Père, et chez les autres, il y a une sorte de forclusion de la mort du Père. C'est même pas représentable, etc. Et donc, effectivement, ce qui est de cet ordre-là, et qui donne une parole absolue, hein, qui donne une parole totalitaire, une pensée totalitaire, soit dont on se défausse par l'absolution, on n'est pas coupable, il n'y a pas de conflit psychique, etc. Donc on ne se remet jamais en question, soit par la soumission, hein, on nous dit de tuer, on tue, même si on aime bien le voisin, etc. Comme, voilà. Je crois que c'est important de reprendre ça. Alors, par rapport justement à la neutralité perverse ou la bienveillance perverse, je suis tout à fait d'accord avec vous. Elle est perverse aussi chez certains juifs, hein. Moi, je suis un peu en débat passionné et conflictuel avec des femmes en particulier que j'aime bien, mais pas seulement, hein, dans notre communauté. Je ne vais pas les citer, je les ai citées avec Michel Zerbib, donc je vais pas à Radio Gillière, donc je ne vais pas aggraver mon cas, mais quand même qui sont dans la pureté narcissique, c'est-à-dire effectivement qui mettent elles-mêmes dos à dos les victimes, hein. On plaint autant les... Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de ne pas plaindre les Palestiniens qui meurent et dont certains sont innocents, il n'y a pas de doute. Bon. Et les enfants surtout. Les enfants qui ont été élevés, c'est pas parce qu'ils ont été élevés dans le martyre et en tant que futures bombes humaines, etc., qui sont responsables de ce qu'on leur a mis dans la tête et que c'est la seule chose, malheureusement, dominante qu'on leur a mis dans la tête. Bon. Mais effectivement, il faut cesser la guerre à Gaza sous prétexte, effectivement, de la bienveillance, de la tolérance, de la pitié, etc., en sachant qu'arrêter la guerre aujourd'hui, c'est perdre la guerre, c'est-à-dire perdre la guerre pour nous, pour nos enfants, pour la sécurité à venir, et que c'est quand même une question très grave. On peut comprendre les familles d'otages qui peuvent faire tout pour qu'on arrête, en espérant qu'ils vont récupérer les otages, même si on n'y croit pas beaucoup que c'est comme ça qu'on va les récupérer. Mais on les comprend si on est là. Par contre, ceux qui utilisent les familles d'otages pour attaquer le gouvernement israélien en ce moment pour des mauvaises raisons, on peut attaquer le gouvernement israélien sur la loi, sur le plein de choses, etc., sur le refus d'enrôler les religieux. Enfin, on a de quoi critiquer. En Israël, on s'en prive pas. Mais l'attaquer en ce moment sous prétexte qu'il continue la guerre et que c'est son intérêt de continuer la guerre, non pas pour Israël, mais pour eux et pour empêcher les procès, il y a quelque chose de pervers. On a des gens dans notre propre communauté qui sont dans la quête d'une pureté narcissique aux yeux des autres, hein, et qui disent il faut arrêter la guerre parce que c'est horrible, etc., et qui accusent même les Israéliens qui les suspecte pas seulement, mais qui les accuse de désir de vengeance, hein, de fantasme de vengeance. Vous l'avez entendu, vous l'avez lu certainement, etc. Ce qui est intolérable. Je veux dire, qu'on ait des sentiments de vengeance, il ne s'agit pas de le nier. Je parlais d'ambivalence tout à l'heure. Bien sûr on a de la haine, on a de la rage, on a des désirs de vengeance. Ça ne veut pas dire qu'on agit par vengeance, on agit par défense. Et heureusement, parce que si on agit que par vengeance, on serait dans une passion qui fait que nos stratégies ne seraient pas vraiment efficaces. Bon, ça serait pas seulement une faute éthique, ce serait une faute stratégique et militaire. Bon. Mais accuser les Israéliens d'agir en fonction de leur désir de vengeance est inacceptable. Mais c'est pour eux, pour montrer effectivement cette bienveillance, cette tolérance, cet amour des autres, cette pitié des autres, c'est pour avoir une pureté narcissique qui est perverse.
hein. La pureté, la quête de pureté narcissique, la quête d'un narcissisme absolu est perverse, hein. Et je pense que beaucoup qui sont dans cette neutralité du dos à dos, du en même temps, etc., soit sont lâches, parce qu'il y en a quand même beaucoup, hein. Ils veulent apaiser notamment les musulmans ici en France, etc. Et ils ont des vues, alors ils sont pervers parce qu'ils ont des vues électoralistes, soit ils ont peur, les deux en même temps. Mais en même temps, c'est quand même indifférencier, confondre la nature des actes. Et la confusion et l'indistinction, l'indifférenciation fait quand même partie soit de la psychose, soit de la perversion, soit des deux. Et c'est totalement insupportable. Donc je crois que par rapport à un événement comme celui-là, qui va, comme vous le rappelez, au-delà de la politique, hein, au-delà de la question des territoires, au-delà de la, etc., eh bien, on est dans le négationnisme, c'est-à-dire on nie effectivement la réalité, le statut des victimes, le statut des actions. Et finalement, on sait très bien que cette sorte de banal... Parce que être neutre dans ce cas-là, c'est finalement banaliser le mal, banaliser cette visée exterminatrice qui n'a rien à voir avec des morts liées à des actions de guerre. C'est pas du même statut, c'est pas de la même éthique, c'est pas de la même nature. Là, en étant neutre, en voulant, etc., peut-être des fois par des bons sentiments, et s'il y a trop de morts, etc., au fond, on banalise le mal, on indifférencie les responsabilités des uns et des autres et de leur action. Et puis, on sait très bien que ça aboutit à ce que ça aboutit aujourd'hui, à l'inversion des rôles, à l'inversion des responsabilités, à l'inversion des attaques génocidaires, enfin des accusations génocidaires, hein, et d'apartheid. On est dans l'inversion. Est-ce que on se pose la question, est-ce qu'on s'est posé la question par rapport aux Allemands? Il y avait aussi des innocents dans la population allemande. Ils n'étaient pas tous nazis, ils n'étaient pas tous même joyeux que les nazis, etc. Est-ce qu'on se posait la question quand la seule façon de mettre fin à la guerre et d'obtenir la paix, c'était que de bombarder Dresde, Berlin, etc. Est-ce qu'on s'est posé la question? Est-ce qu'on a arrêté parce qu'il y avait des morts à Dresde? Je ne crois pas, et je ne crois pas qu'à l'époque, ceux qui s'appellent résistants, etc., disaient non, on est des monstres, etc. Je ne crois pas. Bon, là aussi, on est dans l'exceptionnel, quoi. Et, alors, vous parlez de on a parlé de la neutralité perverse, mais maintenant j'irai plus loin. Et vous avez mentionné le déni, et vous mettez le déni du côté de la perversion et aussi de la psychose. On peut parler de la jouissance perverse, parce que quand on Oui. regarde tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ben, la jouissance perverse, elle était celle d'abord à l'état primitif de ceux qui filmaient les meurtres et les diffusaient sur les réseaux sociaux. Ensuite, aujourd'hui, vous avez des hordes, je les appelle hordes presque primitives, qui se réjouissent de ce qui s'est passé et qui continuent dans le déni et dans la jouissance. Nous avons fait une vidéo là-dessus avec un de vos collègues, qui, lui, il est lacanien, Philippe Polosco, qui a parlé du négationnisme comme du déni. Mais je voudrais bien que vous développiez cette jouissance qu'on voit absolument partout quand on crie sale pute juif, quand on crie sioniste, fasciste, vous n'avez rien à faire ici. Et quand sur les réseaux, vous avez des gens qui disent je suis antisémite, je hais ces fachos, ces nazis, etc. Alors que, bon, c'est les juifs qui ont subi ce qu'ils ont subi. Donc, qu'est-ce que c'est que cette jouissance perverse? D'abord, la jouissance perverse des assassins. Je veux dire, qui est comparable aux nazis, même si ça s'est fait dans une version apparemment opposée, hein. Ces Palestiniens jouissaient du massacre qu'ils ont fait, jouissaient de leur triomphe, de leur jubilation à tuer des juifs, à les déshumaniser, à en faire des choses, à en faire des. Bon, autant des nazis, on leur dit des schmattès, hein, etc. Ils les ont, voilà, à en faire rien, quoi, à en faire plus rien du tout, plus des humains. Ils ont joui de ça, ils ont joui de le montrer comme des reliques. Ils ont joui de le partager, de le partager pour horrifier les familles, hein. Ils ont envoyé. Ils sont bien organisés, hein. Freud, vous savez, quand il est parti d'Allemagne, il dit, mais pour l'organisation, je vous conseille la Gestapo. Ils sont très bien organisés. Et là, on a vu que derrière ce qui peut paraître très instinctif et pulsionnellement, c'est très organisé, hein. C'était très préparé, très organisé, etc. Et bon, ils avaient les numéros quand même des familles les noms, etc., qu'ils allaient massacrer en grande partie. Ils ont envoyé ça. Il y a une image qui, pour moi, est symptomatique, qui est ce Palestinien qui envoie
qui appelle en direct sa mère et qui jouit avec elle du sang juif, et qui, elle, regrettant de ne pas partager corporellement ce sang juif avec lui. C'est-à-dire on revient à la question de la rupture anthropologique. C'était pour moi, c'est mon expression qui est venue, c'est une jouissance incestueuse de mort, une jouissance incestueuse de mort. Il y a eu de la jouissance, effectivement. Alors après, il y a la question des images. Alors les nazis, par contre, effectivement, eux jouissaient, alors pas tous, il y en a qui jouissaient de tuer, etc., les racailles, mais les vrais nazis, eux, ils jouissaient de la maîtrise de leurs affects. C'est-à-dire, quand ils assassinaient industriellement ou par balle les juifs, ils trouvaient leur toute-puissance narcissique, hein, non pas dans la jubilation exhibée, mais au contraire dans la maîtrise de leurs affects. Ils ne ressentaient rien, hein, ils étaient indifférents, froids, quoi, hein. Mais c'est la même chose, c'est deux versions opposées de la même monstruosité narcissique qu'on décrit, la même jouissance. Bon. Alors, nul doute que la question de l'image, vous parlez des réseaux sociaux et de l'image, est problématique. Moi, je pense, bon, on a beaucoup échangé avec Michael Prasad, par exemple. Moi, je pense qu'il fallait montrer, pas forcément à tout le monde, mais montrer aux politiques, aux journalistes, aux historiens, aux enseignants, les images qu'on connaît et que les assassins ont filmées eux-mêmes. Je pense que c'est une éthique de l'enseignement. On ne peut pas se passer des images, etc. Bien qu'on ait vu aussi que des gens ont vu les images. Il y a quelques députés de LFI qui ont accepté de voir les images, mais ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est extraordinaire. Ils ne dénient pas que ça existait. Certains ont dénié. Ils disent que Tsahal a fabriqué quelque chose à partir des images, mais beaucoup d'images, on les a vues en direct pratiquement des terroristes eux-mêmes. Bon. Mais certains les ont vues, ne contestent pas que ça, la réalité, mais ça ne change rien à leur haine et à leur jouissance on va finir le travail et on va faire appel à la mort et à la destruction d'Israël et à la mort des Juifs. Ça ne change rien. Donc oui, la jouissance, elle est là, elle est partagée. Elle est d'autant plus partagée, vous parliez des hordes, que quand on jouit et qu'on ne tient pas compte des limites, qu'on n'a pas de responsabilité parce qu'on fait partie d'une masse, évidemment, on peut y aller sans limite et sans frein. Je pense effectivement que le sadisme, la jouissance, elle est partagée par beaucoup, effectivement, hein, par beaucoup. Maintenant, est-ce qu'on ne doit pas projeter les images à cause de ça? Je suis pas sûr, quoi. C'était une question que j'allais vous poser parce que on a aussi vu que ça galvanise les sadiques. C'est-à-dire que sur Oui, les réseaux, les gens qui ont pu voir les images étaient aussi galvanisés. C'est pas que ça n'a rien changé, mais ça leur a donné je plus de sais, jouissance encore. je sais, je sais. Écoutez, oui, il n'y a pas de solution idéale. De toute façon, on ne peut pas imposer ces images à tout le monde et je crois que chacun respecte. Je parlais surtout des responsables, hein, de ceux qui ont en charge d'enseignement, d'information, etc. Ceux-là doivent les voir et après à évaluer comment ils les voient. Mais maintenant, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils ne nous demandent pas notre avis si on doit les montrer ou pas. Ils les trouvent, ils les reçoivent et ils jouissent ensemble, de façon anonyme ou pas, de façon en groupe. Large ou pas, ils ne nous demandent pas notre avis de toute façon. Mais effectivement, l'image peut à la fois alerter sur la réalité et jouer sur des gens qui ont une certaine bonne foi, une certaine, hein, qui peuvent vivre des conflits psychiques, comme je disais tout à l'heure, et puis et sur un certain nombre de gens, surtout en groupe, hein. Ça ne change, évidemment, il n'y aura pas de limite. Au contraire, comme vous dites, ça va exacerber leur jouissance et leur sentiment de toute puissance narcissique et jubilatoire. euh, qui, voilà, faudra venir au dialogue Einstein-Freud sur pourquoi la guerre. Freud explique très bien à Einstein que euh, la terreur, la violence destructrice la plus absolue, elle vient de la désexualisation du narcissisme, hein. Euh, C'est-à-dire qu'au fond, on le voit chez les pères incestueux ou les adultes incestueux ou les violeurs, bien sûr, c'est un déni de la sexualité. Ce qui compte pour eux, c'est l'utilisation du sexuel pour se rassurer sur leur toute-puissance narcissique, c'est-à-dire toute-puissance sur le corps, sur le psychique, sur l'autre.
y compris sur leur propre psychique à eux, hein, ne rien ressentir, etc., et être tout puissant. Là, on a affaire à quelque chose comme ça, effectivement, de groupal qui est encore plus important, y compris à travers les violences sexuelles faites aux femmes, mais pas seulement aux femmes, je crois qu'il faut le rappeler, aux hommes, des hommes et sur leurs organes génitaux, et je crains aussi sur certains enfants et adolescents, il y a l'utilisation du sexuel dans quelque chose de très primitif, qui, justement, où le sexuel n'est pas du tout symbolisé et où on en est à la violence pure, qui est, encore une fois, liée à une sorte de quête narcissique, de toute puissance narcissique de soi et du groupe, hein. Et les manifestations auxquelles on a affaire, c'est effectivement ça, quoi. Hein. Mais ce que vous dites, et ça c'est très important, pendant tout cet entretien, vous avez pu montrer que entre les acteurs comme ça de ces massacres et ceux qui les soutiennent et la réalité de l'humanité, de l'humain, il y a toute une doctrine idéologique qui ne leur permet pas de voir cette réalité. Ils sont protégés par les idéologies. Et donc, moi, je suis pas psychanalyste, je suis plutôt spécialiste des idéologies. Et ce que Ouais. vous dites, ça permet de voir à quel point la force de la construction idéologique protège les gens, enfin les gens, d'être humains, Absolument. d'être humain avec un grand H. C'est ça qui est Oui, oui, important. vous avez raison. Moi, je pense, en tant que psychanalyste, que toute théorie, tout rapport à nos théories, à nos idéaux, à nos idéologies intimes ou collectives, c'est un délire. C'est un délire au sens où on transfère dessus. C'est pas par hasard si tel ou tel choisit une telle ou telle idéologie totalitaire, libérale, etc., etc. Et c'est pareil pour toute théorie, même scientifique. Il n'y a pas de théorie, quand on parle de sciences exactes, ça n'existe, ou sciences fondamentales, ça n'existe pas. Chaque chercheur va poser des hypothèses, donc il y a toujours une part de subjectivité. Après, effectivement, on peut avoir un esprit scientifique qui fait qu'on va construire le plus sérieusement et le plus rationnellement possible les choses à partir de recherches, à partir d'études, à partir de vérifications, à partir etc. Mais au départ, on fait du transfert, et c'est pas n'importe quel transfert. Donc, vous avez raison, les idéologies, on pourrait dire, est une façon défensive de rationaliser, j'allais dire, nos pulsions, nos tendances. Elles peuvent être violentes, elles peuvent être totalitaires, elles peuvent être etc. Et on les choisit pas n'importe comment. Je pense, quand on pense au nazisme, on sait qu'il y a une généalogie quand même de la pensée allemande, dont certaines parties aboutissent au nazisme. Le nazisme n'est pas venu comme ça. Avant, il y a eu Fichte, il y a eu, enfin, etc. Non pas que Fichte était nazi, mais il y a eu comme ça, dans des philosophies, etc., allemandes, quelque chose qui a construit, effectivement, à un certain moment. Pourquoi à ce moment-là? Qui a condensé quelque chose qui a fait que ça a donné, effectivement, l'idéologie nazie à laquelle beaucoup de gens ont adhéré. Je pense que toute culture est une psyché collective, et toute culture, j'allais dire, est un délire d'une certaine façon. Et malheureusement, Freud le disait en 1933, la culture a conclu un pacte avec la barbarie aussi. On l'a vu en Allemagne, on le voit aujourd'hui, et on le voit chez des gens très civilisés. Vous savez, les gens les plus antisémites, que ce soit en France, que ce soit en Égypte, etc., c'est pas forcément les plus incultes, les plus simples, ceux qui n'ont pas été à l'école, hein. Pas du tout, hein, pas du tout. La culture, malheureusement, nous protège de rien. Mais il y a quand même des cultures qui se sont construites sur un mode, effectivement, totalitaire, de rejet, de rejet d'une transmission ouverte, hein, de rejet de l'inconnu, etc., beaucoup plus que d'autres. Bon, tout cela, c'est bien pessimiste ou réaliste. Je ne sais pas quel mot il faut choisir. Est-ce que, il y a très peu de gens qui ont pu sortir de ces cercles? Moi, je pensais, en préparant cette émission à Pierre Boutan, qui était quand même très proche de l'Action française et qui est devenu un philosophe très connu en France, enfin très connu parmi les gens cultivés, mais que tout le monde peut lire, tout le monde, j'invite tout le monde à le lire, et qui finalement Oui, est oui, devenu à la fin de sa vie un sioniste convaincu, ouais. conceptuel. Alors que ça, ce sont des cas rarissimes. Est-ce que, et là j'en arrive à ma dernière question pour terminer cette émission, est-ce que vous croyez, vous êtes psychanalyste, et tout psychanalyste est un philosophe aussi, en tout cas suivant Freud, est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose qui peut être changé? Parce que je suis de votre avis, la culture, le rationnel, la pensée, il n'y peut rien, plus on est éduqué, plus on est antisémite. Et ça, on l'a vu, on le voit à l'université aujourd'hui. Et on l'a toujours vu.
Donc, est-ce que, à votre avis, il y a un travail collectif qui peut être fait par les philosophes, par les psychanalystes, pour changer ces mentalités, surtout les mentalités des jeunes aujourd'hui? C'est ça qui est inquiétant, effectivement, c'est les jeunes, hein. Pour Pierre-André Boutan, je voudrais dire que je l'ai connu parce que j'étais au lycée Turgot et qu'il enseignait au lycée Turgot. Il y avait Boutan d'un côté, et il y avait Marius Miron qui était marxiste, et il y avait Boutan qui était d'extrême droite, voilà, royaliste plutôt. Il était royaliste, pas tout à fait pareil. Mais il a été antisémite, il a été maurassien, etc. Et je dois dire que je l'ai d'autant plus connu. Alors après, pas personnellement, parce que je n'étais pas dans sa classe, mais mon grand copain, mon grand ami Michael Bartswy était son élève à Turgot. Et il a continué de le fréquenter. Et je ne sais pas si vous avez connu Michael ou si vous savez ce qu'il écrit comme On philosophe essaie ou comme d'écrire. politologue. Voilà. Croyez-moi, il n'était pas tendre, hein. Et il l'a asticoté quand même, Boutan. C'est-à-dire, quand je parlais du transfert tout à l'heure, il y a eu un transfert entre eux, hein. S'est attaché à lui et n'a pas arrêté de le pressurer. C'était son élève, hein, c'était pas son égal. Il l'a pressuré, hein. Et Boutan, il a transféré aussi sur Michael, hein. Et je crois que le transfert peut faire quelque chose. C'est comme dans les rencontres amoureuses. Ça produit quelque chose, quelquefois, de miraculeux, qui peut durer ou qui dure pas. Mais je crois que là, et c'est formidable parce que d'une certaine façon, il y a une vraie transmission réciproque entre Boutan, qui a transmis des choses formidables, parce que c'est un grand philosophe, à Michael, et Michael a transmis à son ascendant, hein, c'est ça? Oui, son ascendant, a transmis quelque chose du sionisme, de la pensée juive, de l'histoire, et ils se sont rencontrés. Et c'était magnifique, c'était magnifique. Moi, quand il me parlait c'était surréaliste quand il me parlait de son rapport à Boutan. Donc, le transfert peut faire des miracles. Ça peut être la base d'une nouvelle construction, ce qu'on peut espérer pour tout le monde. Maintenant, on sait bien que l'enseignement ne fait pas tout, hein. La culture, on l'a dit, ne fait pas tout. Euh, bon, mais écoutez, en tant que juif et entre les accords et le tu choisiras la vie, il y a un espace transitionnel qui fait que on n'a pas le choix, quoi. Et il faut vivre. Vous connaissez cette histoire. Moi, j'aime bien commencer ou finir par une histoire juive qui fait pas rire aux éclats, mais qui renvoie un peu à votre père, ce que vous disiez de votre père tout à l'heure. Parce que euh, c'est nos parents qui ont vécu la déportation et l'horreur. Ils avaient un sens de l'humour incroyable, une appétence de vie incroyable, au prix d'un certain clivage quand même, hein. Parce qu'il y a quand même une partie d'eux qui est restée là-bas, on le sait, hein. Et il y avait des moments mélancoliques, etc. Mais voilà. Et donc il y a une histoire que j'adore, qui est deux juifs qui sortent de la synagogue, et l'un qui dit, mais finalement, Chaim, tu penses qu'il y a une vie après la mort? Et Chaim répond à Yitzhak, et toi, tu crois qu'il y a une vie avant la mort? Et, et il se retrouve, et j'en finis là, il se retrouve au paradis ou au ciel, et il continue à se raconter des histoires. Il continue à rire, mais très fort, comme font les Juifs. Il parle avec des gestes, il parle très fort. Et finalement, les autres se plaignent auprès de Dieu, et Dieu finalement intervient en disant, mais Chaim, Yitzhak, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous riez très fort. Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? Mais ça gêne un peu les autres. Est-ce que vous pouvez... Bon. Il dit, mais qu'est-ce qui vous fait rire? Et Yitzhak dit à Dieu, écoute, on se raconte des histoires d'Auschwitz. Histoire d'Auschwitz, et ça vous fait rire? Oui, ça nous fait rire, mais toi, tu peux pas comprendre, tu n'y étais pas. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Souhaitons beaucoup d'amour, beaucoup de transfert et surtout beaucoup d'humour à nos ennemis, ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui pourront apprendre quelque chose en nous écoutant. Salut. Merci beaucoup, Michel.